Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Ravi d'être avec vous. Ce matin, quelqu'un que je ne connaissais pas m'a envoyé un email en disant « Si le juge t'a embrassé sur la tête, j'aimerais t'embrasser sur la tête. » Je ne savais pas comment répondre. Larry, laisse-moi commencer par quelque chose en rapport avec la guerre qui se déroule actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Il s'agit d'un événement survenu avant la guerre, l'affaire Charlie Kirk. Toi et moi en avons parlé plusieurs fois. Ce qui s'est passé, la réalité de la fusillade, les preuves, tout. Mais aujourd'hui, nous avons appris, selon le Daily Mail, que la balle utilisée pour tuer Charlie Kirk ne correspondait pas au fusil que l'on dit avoir été utilisé par Tyler Robinson. Comment est-ce possible? C'est incroyable de voir Kash Patel, à qui l'on a demandé plusieurs fois s'il était sûr que Tyler Robinson était le coupable, affirmer qu'ils en sont certains et qu'il y avait beaucoup de preuves. Que penses-tu de ce qui se passe dans l'affaire Charlie Kirk? Nous savons que Charlie Kirk était opposé à la guerre avec l'Iran. Il a tout fait pour empêcher cette catastrophe, la soi-disant guerre contre l'Iran, de se produire. Et il n'est plus de ce monde. Il est décédé. Que penses-tu de ce qui se passe? Comme tu le sais, d'après tes conversations avec Larry Johnson et probablement d'autres aussi, et comme je le sais moi-même d'après mes échanges avec Larry, Ray McGovern et d'autres, nous n'avons jamais pensé que cette affaire avait été présentée correctement. Autrement dit, nous ne pensions pas que le tireur était vraiment le tireur, que le fusil était vraiment le fusil, ni que la balle était vraiment la balle. Je ne sais pas si ces nouvelles allégations remettent tout cela sur le devant de la scène, ni si elles le font de manière légitime et précise. Mais je ne changerai pas d'avis, ayant entendu les experts et connaissant moi-même un peu les armes à feu. Il est impossible que ce type ait tiré sur Charlie Kirk, et il ne l'a certainement pas fait depuis la position qu'ils prétendent. Le fusil, dans toutes ses configurations, si l'on peut dire, ne pouvait pas me tirer la balle fatale. Alors la question est, que cache-t-il? Et qui cherche-t-il à protéger? Ouais. Et tu penses que cette administration révélerait un jour ce qui s'est vraiment passé? Parce que jusqu'à présent, ils ont été tellement... Enfin, ils n'ont pas informé le public. Ils n'ont pas dit aux médias ce qui s'est passé en coulisses, quelles étaient les preuves. Kash Patel, par exemple, a dit que ce type avait tué Charlie Kirk parce que toutes les preuves étaient contre lui. Mais quelles étaient ces preuves? Quels étaient ces documents contre lui? Jusqu'à présent, on n'en a vu aucun. As-tu vu le moindre document contre ce type? Non, je n'ai rien vu qui me prouve qu'il était le tireur. Je pense que nous sommes face à un ensemble de circonstances similaires à celles qui entouraient un meurtre, bien plus, si l'on peut dire, important, celui de John Kennedy à Dallas en 1963. Cela a pris beaucoup de temps et une commission, aussi gravement défaillante qu'elle ait été, fondamentalement imparfaite en réalité, et aussi biaisée qu'elle fut. Mais il a fallu beaucoup d'efforts et beaucoup de personnes pour finalement déterminer la nature du mensonge qui allait être raconté à la nation. Je devrais dire les mensonges, au pluriel, qui allaient être racontés à la nation. Et les personnes qui ont participé à ce mensonge, Darrell Warren, l'ancien juge en chef qui présidait la commission, jusqu'aux individus dont les récits, sans leur accord ni leur complicité, ont été renversés, comme l'équipe qui a pratiqué la première autopsie à Dallas. Tout cela pour dire que c'était un processus extrêmement scruté,
Pas assez, comme il s'est avéré, mais il était public et mené sous les projecteurs, pour ainsi dire. Même si c'était une falsification des preuves, ils ont fait un certain effort pour le faire. Ils n'ont rien fait de tel cette fois. On pourrait dire, eh bien, Charlie Kirk n'était pas un personnage très important. Moi, je dirais qu'il l'était plutôt. Je pense que certaines des choses qu'il a dites étaient absolument ignobles. Je ne l'aimais pas du tout. Mais quand il a commencé à changer, il était clair qu'il avait irrité beaucoup de gens très très en colère, en particulier des milliardaires juifs américains. Il les a rendus particulièrement furieux. Alors, vous savez, la conclusion suivante, c'est un peu comme quand on essaye de comprendre qui a probablement tiré sur John Kennedy. La CIA, l'armée, des Cubains mécontents, la mafia, à vous de choisir. C'était probablement une conspiration entre tous. Mais ici, c'est un peu différent, parce que ce n'est pas aussi public, ni aussi examiné. C'est simplement Kash Patel, et peut-être quelques autres personnes du FBI. Je ne sais même pas combien de personnes participent réellement à l'enquête. Alors, pourquoi cela prend-il autant de temps pour produire des preuves que les gens pourraient croire? Allons-nous avoir une commission? Faudra-t-il faire venir Kash Patel et lui arracher la vérité? Est-ce que Kash Patel sait seulement quelque chose? A-t-il la moindre idée? Je soupçonne qu'il a la plus vague idée de qui a tué Charlie Kirk. Non, pas la moindre idée. Maintenant, ils ne veulent pas le dire à Trump non plus. Ils ne veulent pas le dire au peuple américain parce que cela montre leur incompétence. Mais je ne pense pas qu'ils aient la moindre idée de qui l'a tué. Moi, j'ai quelques indices sur qui, à mon avis, pourrait l'avoir tué. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas ce type avec le fusil. Ouais. C'est Epstein dans une petite capsule, non? Ça n'a aucun impact sur Trump, aucun impact sur le Congrès, aucun impact sur toutes ces personnes importantes et huppées. C'est juste Charlie Kirk. S'il y avait plus de monde impliqué, ils essaieraient sans doute de le dissimuler un peu plus habilement et ils fabriqueraient probablement davantage de preuves, etc. Mais comme il ne s'agit que de Charlie Kirk, qui s'en soucie? Alors pourquoi aller vite? Pourquoi être précis? Pourquoi même essayer de faire autre chose que de piéger quelqu'un? Mais il va devenir de plus en plus difficile de piéger ce type. Parce qu'il y a tellement de gens comme Larry Johnson et d'autres qui savent que c'est un mensonge. Beaucoup de choses se sont passées depuis l'assassinat de Charlie Kirk, qui était vraiment étrange. L'une d'elles concernait la manière dont on a interrogé Donald Trump, si vous vous souvenez. On lui a demandé « Que ressentez-vous à propos de Charlie Kirk ?» Il a répondu à propos de l'assassinat de Charlie. Eh bien, c'est bien. Regardez ce bâtiment, ce magnifique bâtiment dans lequel nous sommes, vous savez. Regarde comment il traite les gens. As-tu entendu ce qu'il dit? C'est tout le temps, ouais. À propos du directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, le numéro 2, je suppose, dans la hiérarchie du DNI, il ne le connaissait pas. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Je lui ai donné un poste. Eh bien, je pensais que c'était un type plutôt bien, alors je lui ai donné un poste. Mais il est parti maintenant. Je pense qu'il a tort. Eh bien, écoutez-le parler, écoutez ce type parler. Et racontez la conversation téléphonique qu'il a eue avec Donald Trump, lui annonçant qu'il allait partir, et la conversation que Trump a eue avec lui en réponse à cela. Totalement opposé. Trump veut vous faire croire qu'il ne connaissait même pas ce type, que son départ n'a aucune importance. Et il se trompe à propos de la guerre avec l'Iran. Il aurait dû assumer s'il se sentait ainsi. Et ce type dit, « Eh bien, j'ai eu un long appel téléphonique avec le président, et je lui ai parlé de ce que je ressentais et de tout le reste, et nous avons échangé un moment. » Qui dit la vérité? Je parierais sur l'autre type, pas sur le président, parce que c'est un menteur notoire.
not the president, because he's a proverbial liar. Aujourd'hui, Larry, tu as eu la réunion d'information avec Pete Hegseth et le général Kane, et tous deux ont mentionné... Attends une minute, Nima. Wait a minute, Neiman. Just 1 second. I have a new analogy. Une seconde. J'ai une nouvelle analogie pour vous. Nous avons cherché au sein de l'Eisenhower Media Network des analogies historiques. Est-ce Hitler? Est-ce Caligula? Est-ce Néron? Tous ces types. Non, tout cela est faux. L'analogie est claire. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Je vais vous tester. Je vois quelques cheveux gris. Peut-être que vous vous en souvenez. C'est le Seigneur Sith et Dark Vador. Trump est le Seigneur Sith et Hegseth est Dark Vador. Il est Dark Vador sans la qualité rédemptrice d'avoir été un jour un chevalier Jedi. Ce que vous vous rappelez peut-être, si vous connaissez le film, puisqu'il finit par se montrer à moitié décent à la fin, quand le chevalier Jedi en lui refait surface. Mais Pete Hegseth n'a pas cette dimension rédemptrice. C'est Dark Vador, et Trump est le Seigneur Sith, et nous sommes l'Empire. Tous les autres habitants du monde sont la force rebelle de Han Solo, et ils vont nous attaquer et nous tuer. C'est l'analogie, tout droit sortie d'Hollywood. Je suis sérieux. Et ces gamins me regardent comme s'ils ne savaient même pas qui est Han Solo, ou qui est Dark Vador, ou qui est le Seigneur Sith. De quoi tu parles, Star Wars? C'est quoi? Star Wars? Tu parles de Game of Thrones? Are you talking about Game of Thrones? Yeah, these are... Larry, l'un des arguments avancés par Pete Hegseth et le général Kane était qu'ils avaient frappé la production iranienne, le complexe militaro-industriel, d'une manière qui les empêche de produire davantage d'armes, de missiles et de drones. C'est pourquoi le nombre de missiles et de drones diminue considérablement au fil du temps. Voici les informations. Le graphique du CGRI, il montre la période du 11 au 29 mars. La ligne bleue indique le nombre de drones et la ligne rouge indique le nombre de missiles. And the red line shows the number of missiles. Even the number of missiles, you see, yes, the day before. Même le nombre de missiles. Vous voyez, avant-hier, c'était 60, 40. Et vous savez, d'une certaine manière, c'était le plus grand nombre de missiles que nous avions tirés avant-hier. Le nombre de drones monte et descend, mais ils suivent la même sorte de trajectoire. Ont-ils vraiment des informations solides ou essaient-ils de manipuler les choses sans fournir de chiffres fiables au public? Parce que quand on affirme quelque chose, il faut montrer des preuves pour l'appuyer. Mais ils publient des chiffres qui ne reflètent pas la réalité de ce qui se passe. Cette administration a donné un nouveau nom au mensonge et à la tromperie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dirigé par le principal responsable, c'est le plus grand menteur de tous. Vous savez, j'ai une liste, au moins une liste partielle, et je pense qu'elle est assez crédible, de ce que j'appellerais des cibles de second niveau. Le premier niveau, ils l'ont déjà frappé, et de manière plutôt dévastatrice. Une précision extraordinaire, une dévastation extraordinaire. Bahreïn, par exemple, n'a plus aucune capacité de raffinage. C'était la plus ancienne et la plus grande raffinerie du Golfe. Elle est détruite maintenant. Je parlais hier avec certaines personnes de ce que cela signifie. Doivent-ils maintenant aller retirer toute la tuyauterie et tout le reste? Et ils disaient, oui, ils doivent repartir de zéro et tout reconstruire. Cela va leur coûter une fortune s'ils veulent le faire. Ils étaient donc d'une précision dévastatrice et dévastateurs par l'éventail de leurs cibles, ce que j'appelle le premier niveau de missiles extracurriculaires. En d'autres termes, pas dirigés contre Israël. Des missiles non tirés sur Israël, mais sur Erbil, sur Prince Sultan, sur d'autres cibles. Une telle efficacité en Iran ou en Irak, par exemple, que nous avons réduit notre personnel à l'ambassade de Bagdad au strict minimum, uniquement le personnel d'urgence. Je dois donc examiner ce deuxième niveau, que je pense probablement assez précis. C'est ce qu'ils vont frapper
si les États qui abritent des installations américaines continuent de les accueillir, et si ces installations continuent d'être utilisées pour des attaques contre l'Iran. Une proposition raisonnable. S'ils frappent ce deuxième niveau de cible avec la même dévastation que le premier, nous entrerons à coup sûr dans une récession mondiale et potentiellement une dépression mondiale, car cela va détruire l'économie mondiale. Non seulement celle de l'Asie du Sud-Ouest, mais celle du monde entier. Le seul pays qui pourrait être en partie protégé de cela, et même en tirer profit, est bien sûr la Russie, en raison du prix du pétrole et d'autres facteurs similaires. Mais même eux vont être touchés par d'autres pénuries. Et le reste du monde, y compris l'hémisphère occidental de manière importante, va être fortement affecté par ces pénuries, tout comme certains de nos alliés à l'Est, comme Taïwan, qui seront incapables de s'en sortir sans une aide réelle. À cause de la pénurie d'hélium, à cause d'autres pénuries de matériaux pour la fabrication de puces, et finalement à cause du manque de pétrole. Donc je veux dire, si l'Iran dit « d'accord, la Chine, vos navires peuvent passer, mais Taïwan, les vôtres ne peuvent pas », eh bien, c'est fini. Et alors, si les Houthis vont vraiment essayer de bloquer à nouveau la mer Rouge, et cela ne demanderait pas beaucoup d'efforts, car nous avons vu la première fois qu'il suffit d'effrayer les assureurs et les compagnies maritimes, nous allons avoir des ennuis, de gros ennuis. Et je ne vois aucune reconnaissance de cette catastrophe imminente de la part de l'administration. Aucun d'entre eux ne semble conscient de ce qu'ils sont en train de faire à l'économie mondiale. Maintenant, je peux me tromper, et ils peuvent à tout moment faire marche arrière et arrêter ce qu'ils font, peut-être même annuler cette opération terrestre, quelle qu'elle soit. Mais je ne vois aucun signe de cela. Et par conséquent, je ne vois aucun signe qu'ils reconnaissent le terrain périlleux sur lequel ils s'aventurent. Et cette idée d'envoyer des B-52 pour bombarder massivement, eh bien, que penses-tu qu'il va se passer quand le premier B-52 s'écrasera en flammes? Ce n'est pas bon, Nima, ce n'est bon pour personne. Ce n'est pas bon pour l'Iran de continuer à être ainsi pilonné, mais ce n'est pas bon pour le monde. Je ne parlerai même pas de l'empire dirigé par Donald Trump. Mais ce que nous sommes sur le point de faire n'est pas bon pour le monde. Nous allons le plonger dans une détresse économique qui pourrait mettre des années à se résorber. Ouais, Je ne blâme pas les Iraniens. S'ils exécutent cette deuxième série de cibles, je ne les blâme pas. Vraiment pas. Vous savez, ils avaient déjà frappé Erbil 2 ou 3 fois auparavant. Ils avaient envoyé des drones, 1 ou 2 missiles, peu importe, juste pour faire savoir aux Israéliens et aux Britanniques qu'ils savaient qu'ils étaient là, dans cette installation de renseignement souterraine. Eh bien, cette fois, ils leur ont donné plus qu'un simple avertissement. Ils savaient qu'ils étaient là, et ils les ont pratiquement anéantis. Si jamais ils font la même chose pour tout le reste de cette deuxième liste de cibles, l'Arabie Saoudite, les oléoducs, les installations du type Ras Tanura qui livrent entre 8 et 12 millions de barils de pétrole par jour, je veux dire, inutile de parler d'envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz. Il n'y aura plus de pétrole à charger sur les navires, ni d'infrastructures pour en produire davantage. On parle d'une véritable catastrophe si nous avançons dans cette direction et que les Iraniens sont contraints d'exécuter cette deuxième série de cibles. nous savons que vendredi est un jour férié et que vous avez vendredi, samedi et dimanche. S'ils veulent envahir l'Iran, capturer l'une de ces îles dans le golfe Persique, près du détroit d'Ormuz, ce sera ce vendredi. Vendredi saint, oui. Il dit ce vendredi saint, Chevalier Jedi Dark Vador, je vais l'attaquer lors de ma meilleure fête. Dieu va m'aider.
Il revient tout juste du CENTCOM et a dit qu'ils nous disent que la seule chose qu'ils veulent, c'est plus de bombes. Il a dit ça pendant le briefing. Mais Larry, voici ce qu'Eric Prince, le fondateur de Blackwater, l'un des sous-traitants, a dit à propos de l'invasion de l'Iran. L'équivalent du groupe Wagner dans l'Empire. L'invasion de l'île de Karg va être sacrément légère. Il faut faire tourner les avions, et cela en supposant qu'il n'y ait aucune perte due à la maintenance. Donc oui, votre assaut initial sur l'île de Karg va être très mince, parce que ces avions doivent tourner, et cela en supposant qu'il n'y ait aucune perte due à la maintenance ou aux missiles. Vous faites un largage massif de la 82e sur l'île de Karg. Là encore, c'est plutôt audacieux. Une invasion aéroportée dans un endroit qui compte des milliers et des milliers de missiles, sans parler du fait que les Iraniens ont appris. Ils ont clairement prêté attention à la guerre moderne par drone et ont intégré des FPV jusqu'au niveau des escouades. Je veux dire, on voit des vidéos des Israéliens dans le sud du Liban perdant des chars, perdant des véhicules blindés de transport de troupes face aux mêmes FPV que les Russes ont utilisés avec une grande efficacité en Ukraine. C'est donc, encore une fois, un affrontement contre l'Iran. Ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Ariens. Ce sont des combattants extrêmement intelligents et hautement qualifiés. Et ce ne serait pas, en comparaison, une promenade de santé comme celle que vous avez vue avec l'armée irakienne qui s'est effondrée. The truth hurts. Ouais, la vérité fait mal. La vérité fait mal. Il a raison. Il a raison. Je ne sais pas s'il prévoit ça, parce que je dois dire, tu sais, je crois que je t'ai raconté ce que j'ai dit à Colin Powell une fois quand je suis entré dans son bureau. J'étais un peu de mauvaise humeur, et j'ai dit, ne nommons plus jamais un officier de l'armée de l'air président du comité des chefs d'état-major. Et ils savaient ce que je voulais dire, parce qu'ils ne connaissent rien à la guerre terrestre. Ils ne connaissent absolument rien à la guerre terrestre. Et donc Kane, bien sûr, c'est ça. Mais il doit bien avoir quelques généraux de l'armée qui ne soient pas seulement des trouillards. Ils doivent lui dire « Une opération aéroportée sur l'île de Karg ». Tu te moques de moi? Tu veux faire tuer 3000 personnes avant même qu'elles ne touchent le sol? Tu veux les voir s'écraser sur la terre avec leurs parachutes en feu? Je suis désolé, ça va pas marcher. Et comme il le suggérait avec l'Osprey, tu sais comment les marines appellent l'Osprey? Le piège mortel volant. Un marine m'a dit, « Serais-je dans mon droit, colonel, si en embarquant sur un Osprey pour une mission d'entraînement, je refusais d'y monter ?» Je ne savais pas quoi lui répondre. Maintenant, je dois dire que son bilan n'est pas pire que celui de quelques autres appareils au cours des 50 dernières années en matière de pertes humaines. De mauvais antécédents, en d'autres termes. Mais il y a bien un problème constant et particulier avec la transition du vol en avant au vol stationnaire, puis à nouveau au vol en avant, à cause de cet embrayage dont je pense tout le monde a entendu parler. Et donc je crois que chaque marine qui monte à bord d'un Osprey prend un instant et dit à Jésus, ou à qui que ce soit, Mahomet, « S'il te plaît, fais que je survive à ce vol. » Ce n'est pas un appareil dans lequel j'aimerais aller au combat, là où il est si crucial que tout soit parfaitement synchronisé, tout à la bonne altitude, à la bonne vitesse, avec le profil d'atterrissage exact, et ainsi de suite, parce que tu vas être fortement intercepté, ne serait-ce que par des drones. Mais bien sûr, vous avez probablement aussi des missiles assez puissants. Donc, ce que vous demandez, ce que Trump demande, c'est de tuer beaucoup d'Américains sans aucune raison du tout. Comme me l'a récemment écrit un sergent de l'armée de l'air dans un courriel, « Pourquoi faisons-nous cela, colonel? Ils ne représentent aucune menace pour nous. Alors pourquoi faisons-nous cela?
Cette question doit probablement circuler dans beaucoup d'échelons, en plus des affaires religieuses et de tout le reste. Il y a sans doute beaucoup de gens qui se demandent simplement « Pourquoi faisons-nous cela ?» Pas les pilotes qui larguent les bombes et tout le reste. C'est d'ailleurs une des choses que je n'aime pas dans le fait que des officiers de l'armée de l'air soient présidents du comité des chefs d'état-major interarmées. Ils ne comprennent pas le terrain. Ils ne comprennent que la technologie qui déclenche la bombe, les images et les vidéos joyeuses qui montrent la bombe frappée. Ils ne comprennent pas ce qui se passe après l'impact. Ils ne comprennent pas la guerre au sol. Ils ne comprennent pas ce que c'est que d'être sous cette bombe. Et c'est grave. C'est grave. Regardez l'armée de l'air de Tsahal, les gens les plus assoiffés de sang de la planète. Regardez ce qu'ils font au Liban. Ils bombardent des hôtels, des restaurants, des pressings, des vieilles femmes, des vieux hommes, des bébés dans leurs landaux. C'est ce que Tsahal sait faire. C'est ce qu'ils font. C'est ce que font les forces aériennes. Des forces aériennes assoiffées de sang. Les soldats savent mieux. Les marines savent mieux. Et c'est terrible de les jeter dans ce conflit. Vraiment terrible. J'ai de la compassion pour eux tous, sans parler des Iraniens sous les bombes. Je veux dire, as-tu entendu Araghchi devant le panel d'urgence de l'ONU sur l'école de Manab? Il a dit les choses telles qu'elles sont. Il a dit « Nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Nous avons torpillé la diplomatie non pas une, mais 2 fois. » Il a utilisé ce mot anglais « torpedo ». Nous avons torpillé la diplomatie 2 fois. En pleine diplomatie, nous avons bombardé des gens. La Palestine a tout commencé, a-t-il dit. La Palestine est la question. Tout a commencé là. Et il a raison. Et Bibi est toujours là. Naftali Bennett est en colère contre Bibi parce qu'il ne tue pas les Palestiniens assez vite. Larry, la réalité, c'est que Donald Trump, Pete Hegseth et beaucoup d'autres, dans l'entourage de Trump, gagnent de l'argent grâce à ces guerres. Oui, tu sais, le Financial Times a rapporté que le courtier de Pete Hegseth avait essayé d'acheter un fonds de défense avant l'attaque contre l'Iran. Ces types gagnent beaucoup d'argent. Regardez Mark Wayne Mullin. Mark Wayne Mullin n'a pas attendu d'être sénateur pour gagner plus d'1 million. Il l'a fait en entrant tranquillement au Congrès. Il gagnait déjà de l'argent parce qu'il était déjà branché sur le réseau Pelosi. Vous savez, le délit d'initié. Franchement, il devient parfois difficile de défendre l'Amérique. Et puis, il y a ce rapport qui va sortir. Avez-vous entendu parler de ce rapport qui a été très soigneusement préparé, je crois? Brown et l'Heritage University Brown. Depuis 2000, nous avons tué 38 millions de personnes avec nos sanctions. 38 millions de personnes, dont la moitié sont des femmes et des enfants. Ajoutez à cela la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie. Je parie que notre bilan dépasse celui de Joseph Staline, de Mao Zedong et probablement de Hitler en termes de personnes tuées par l'Empire. C'est impardonnable. Et Araghchi avait absolument raison dans sa condamnation de cet empire. Je me fiche de ce que quiconque pense de l'Iran. Vous pouvez penser que c'est la théocratie islamique la plus maléfique de la planète. Elle ne fait pas le poids face à l'empire américain. Oui. En fait, Pete Hegseth se vantait aujourd'hui de la précision des attaques contre l'Iran en disant que nous touchons des points stratégiques dans des zones stratégiques. Mais en réalité, Larry, ils s'en prennent à des entreprises pharmaceutiques, principalement celles qui produisent des médicaments contre le cancer pour la population. Il les a énumérées. C'est la même chose qu'ils font à Cuba. J'ai vu ce qui est arrivé à Cuba hier dans l'ensemble. C'est horrible.
L'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Je le sais, j'ai visité leurs hôpitaux, j'ai visité leurs hermanos Viñales. Ce que John Bolton appelait une installation chimique était en réalité un laboratoire de niveau de biosécurité 3 qui produisait d'excellents médicaments. Ils ont complètement éradiqué l'encéphalite japonaise, totalement éradiqué sur l'île. Ils l'ont fait tout seuls. Peut-être ont-ils été un peu aidés par les Brésiliens, mais la plupart du temps, ils l'ont fait par eux-mêmes. Nous avons beaucoup de médecins cubains ici au Brésil. Ils sont incroyables. Et maintenant, ils sont simplement brisés. Ce pétrolier russe pourrait leur redonner un peu de vie, je l'espère, car il transporte beaucoup d'énergie, si l'on peut dire. Ils faisaient des choses comme retirer des bébés des respirateurs parce qu'ils devaient économiser l'électricité, puis espéraient que, lorsque le courant reviendrait pendant 1 heure ou 2, le bébé ne serait pas mort. Larry, en ce qui concerne la situation en Israël, nous avons un nouveau rapport en ligne. Tu sais, le journaliste qui est en Israël, celui qui travaille pour Fox News, il disait que la situation empire au fil du temps avec cette guerre. Et voici ce qu'il a rapporté. Ce que nous entendons des Israéliens avec qui nous parlons, c'est « terminer le travail ». Ils ne veulent plus avoir à gérer cela. Ils ne veulent pas que leurs enfants grandissent dans des abris anti-bombes. Mercredi, demain, le peuple israélien marquera la première nuit de Pessah et beaucoup d'entre eux célébreront leur Seder de Pessah dans des abris. C'est une réalité dont ils sont là. Ils veulent que ces menaces contre leur pays diminuent et ils souhaitent vivre dans la paix et la stabilité. C'est un très bon point, Trey, parce que, tu sais, il y a un gouvernement divisé en Israël, il y a un premier ministre d'un côté et un président de l'autre. Mais la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est la menace que l'Iran fait peser sur leur pays. Et je pense que cela nous en dit long. Oui, mais ils passent à côté du problème. Ils passent complètement à côté. Ces Israéliens veulent que Netanyahou anéantisse les Palestiniens et les Iraniens. C'est la solution qu'ils souhaitent. Ils ne comprennent pas que cette solution est impossible à atteindre et que ce sont eux qui vont être anéantis. Voilà la vérité. Et ils ne feront pas partie de l'opération si les États-Unis décident de se retrancher sous terre sur l'une de ces îles. Non, vous ne trouverez pas les Israéliens près de ça. Ils savent mieux que ça. Et ils subissent de nombreuses pertes importantes le long de la frontière avec le Liban. Les forces blindées au Liban. Je vois des images que je n'aurais jamais cru voir du célèbre corps blindé de Tsahal. Moshe Dayan doit se retourner dans sa tombe. Ces soldats déploient leurs chars et s'enfuient parce que leurs colonnes... Eh bien, les combattants du Hezbollah sont très intelligents. Ils détruisent le char de tête, puis celui de queue, puis un ou deux au centre. Après cela, les autres deviennent des cibles faciles, car ils ne maintiennent même pas de distance tactique dans leurs colonnes. Ils ont tellement l'habitude de ne pas avoir à le faire. Alors ils avancent aussi vite qu'ils peuvent, presque pare-choc contre pare-choc. C'est extrêmement stupide, surtout dans ce type de guerre, parce qu'ils meurent. J'ai vu Haaretz ce matin, 5 morts de plus dans le corps blindé au Liban, et il ne rapporte pas toutes les pertes. Je veux dire, il y a une forte restriction sur la communication des victimes. Comme je te l'ai dit plus tôt, la liste officielle dans les hôpitaux était de 5817, je crois. Et puis Netanyahou est sorti en disant « Oui, mais tout sauf 137 ont été renvoyés dans l'abri anti-bombe ou quelque chose comme ça. » Oui, bien sûr.
Comment ont-ils été renvoyés? Moins une main, moins un pied, moins un bras. Je veux dire, ne me dis pas que tu as plus de 5000, presque 6000 personnes dans tes hôpitaux et qu'il n'en reste que 137 maintenant, et que tous les autres n'avaient besoin que d'un simple pansement. Larry, quand il s'agit de la politique en Israël, penses-tu que cela ait encore la moindre importance de savoir qui est le Premier ministre? Oh là là, oui. Parce qu'ils sont tous pareils, vous voyez. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre espoir à l'horizon. Le Parti travailliste a été anéanti. Je ne suis même plus sûr de ce que représente le Parti travailliste aujourd'hui. L'assassinat d'Yitzhak Rabin, je crois, les a tellement fait reculer qu'ils n'ont plus jamais revu la lumière. Il n'y a donc plus de force modératrice en Israël, ce qui est une autre raison pour laquelle ce n'est pas une démocratie. C'est un État à parti unique. C'est le Likoud et les alliés qu'il y, encore plus à droite que le Likoud. Et je comprends qu'hier, ils étaient là-bas à frapper des Israéliens avec des fouets ou je ne sais quoi. Les orthodoxes qui refusaient d'aller dans les rangs, tu vois, qui refusaient de servir. Ce n'est pas une situation très saine non plus, qu'ils soient obligés de frapper ces gens juste pour les faire servir. Quel genre de soldats vont-ils en faire? Vont-ils simplement les envoyer dans les grottes et les tunnels, ou peu importe, et les laisser mourir? Je suis sûr que certains aimeraient probablement faire ça avec eux, profiter du système, ne pas servir du tout à cause de leurs convictions religieuses. Ouais. Israël est en plein chaos, et je pense que c'est un euphémisme. Ils sont en crise. Jamais ils n'ont été aussi acculés. Ce n'est certainement plus un refuge sûr pour les Juifs. C'est tout sauf un refuge sûr. Vivre dans des abris anti-bombes jour et nuit, manger dans des abris, célébrer dans des abris. Quand on sort de l'abri, on a de fortes chances d'être grièvement blessé ou de mourir. Et quand on sort malgré tout, on voit tout autour de soi en flammes ou détruit, y compris désormais de nombreuses propriétés civiles, des bâtiments et des entreprises. On a rappelé 400 000 personnes de plus, en plus des 300 000 déjà mobilisées auparavant. Qui fait tourner l'économie? Personne. Personne. L'économie ne fonctionne plus. C'est une catastrophe pour Israël et personne ne veut l'admettre, la corriger ou emprunter une autre voie. Ils parlent simplement de la partie sud du Liban. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent sans cesse. Et allons-y. Prenons aussi la Syrie. Nous voulons que ce type syrien soit mort également. Nous ne voulons plus de lui à la tête du gouvernement à Damas. Rendons tout cela chaotique. Nous allons plonger l'Iran dans le chaos. Nous allons tout rendre chaotique. Et ensuite, nous nous enfoncerons simplement dans ce chaos avec des colons. Et devine quoi? As-tu regardé la Cisjordanie récemment? Il y a maintenant des unités de Tsahal qui se retournent contre les Palestiniens restant là-bas et aident les colons à les achever. Au moins, cela n'arrivait pas avant. Peut-être qu'un soldat israélien isolé pouvait aider un colon à tuer un Palestinien ou à le chasser de ses terres. Mais maintenant, ce sont des unités entières qui les aident à détruire ce qu'il reste de la vie palestinienne en Cisjordanie. Tu sais, des gens assoiffés de sang. Des gens assoiffés de sang qui reçoivent leur juste retour. Mais dans le cas de la guerre contre l'Iran, la situation ne se déroule pas comme ils le souhaitent, car les États-Unis font pression sur la Pologne pour qu'elle envoie ses systèmes Patriot en Israël. Vous savez, quand on regarde tous ces systèmes, après la Corée du Sud, maintenant la Pologne, ils les ont refusés d'ailleurs. Cela montre la réalité de ce qui se passe en Israël. Good for the Poles.
Tant mieux pour les Polonais. J'ai vu la liste l'autre jour, tu l'as probablement vue aussi. Tu sais, 4 jours restants, 6 jours restants, 7 jours restants, 9 jours restants, et ainsi de suite. C'est une liste plutôt sinistre pour les munitions les plus cruciales dont on a besoin en ce moment. C'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose décoller pour l'instant. Le rapport publié ce matin par Haaretz disait que le gouvernement ménage ses missiles, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire 2 choses. Premièrement, on reconnaît qu'on est à court, et deuxièmement, on sait qu'ils le sont aussi, sinon on ne les ménagerait pas, n'est-ce pas? Tu sais, tu dis ça. Oh, ils seront bientôt à court, ils seront bientôt à court. Ils n'ont plus tant de missiles que ça. Eh bien, pourquoi gardes-tu autant de tes missiles sans les tirer alors que des missiles arrivent si tu penses qu'ils sont à court? Tu les gardes parce que tu sais que leurs réserves sont encore assez solides. Et cette deuxième série de cibles, leurs réserves doivent être assez importantes pour pouvoir exécuter cette phase. Donc, si elle est prête à être mise en œuvre, et qu'il semblait que... Qui est le président du Majlis? Kadybov. Kadybov, ouais. Il a fait hier des déclarations qui indiquaient clairement qu'ils sont sur le point de lancer ce deuxième niveau. Ils doivent donc avoir beaucoup de missiles. Ils connaissent la situation en Israël. Ils disposent de nombreuses informations provenant de là-bas. Avant le début de la guerre, nous pensions tous, enfin je pensais, que le Mossad aurait beaucoup d'influence en Iran. Mais avec le temps, il semble qu'il n'ait rien en Iran. Je pense qu'ils les ont bien eus après le dernier coup. Tu sais, tu te souviens de Pence parlant de ce type dans la rue, l'Iranien qui manifestait, et de l'agent du Mossad, juste derrière lui, en train de le pousser. Je pense qu'ils ont trouvé ces agents du Mossad et ces agents de la CIA et qui s'en sont débarrassés. Et ils ont trouvé les Arméniens, les Azerbaïdjanais, les Kurdes et d'autres qui aidaient, et ils s'en sont débarrassés aussi. Donc ils ont infligé de sérieux dégâts à Israël. Et on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, la source était un peu douteuse, qu'Israël en avait remis pas mal en place pour tenter de reconstituer cette ligne de renseignement, si l'on peut dire. Et ils les ont rapidement arrêtés, eux aussi. Je pense que c'est vrai. Parce que d'après ce que j'ai vu et entendu jusqu'à présent, ils sont tout simplement aveugles. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela qu'ils frappent les universités, les hôpitaux, les écoles. Voilà la raison. Si vous avez des sites stratégiques, vous allez frapper les sites stratégiques. Vous ne frappez pas cela. Tous des crimes de guerre. Tous des crimes de guerre. Chaque fois que tu frappes quelque chose comme ça, c'est un crime de guerre. Mais elle a dit, apparemment, plus personne ne s'en soucie. Ils ramènent toujours tout aux Palestiniens, en commençant par les Palestiniens. Plus personne ne s'en soucie. Toutes les règles ont disparu. Netanyahou veut que Larry forme un nouveau type d'alliance avec les États arabes pour s'opposer aux actes de résistance. Mais lorsqu'il s'agit de construire une sorte de nouvelle coalition contre cette résistance, il faut une armée, israélienne ou non, et qui va les aider. En Arabie Saoudite, au Koweït, je dirais, aux Émirats arabes unis, la plupart des gens, l'opinion publique, sont contre Israël. Peu importe qu'il s'agisse des élites ou de la personne qui dirige le pays, le roi, ou quel que soit le titre qu'ils ont dans leurs États. Ce type n'est tout simplement pas très populaire. Quelle manière de préparer la chute de sa propre monarchie. Franchement, sans blague. Quelle manière de redonner vie au printemps arabe, et d'une façon brutale. Je me demande surtout ce qu'il en est de Bahreïn, parce que le pays a été littéralement ravagé.
Et le fait que la population n'en ait pas profité pour renverser la monarchie, la jeter dehors, est un peu surprenant. Je me dis que peut-être certains habitants ont été touchés eux aussi, tu vois, qui sont vraiment encore sous le choc en ce moment. On m'a dit que je ne reconnaîtrais même pas Bahreïn si j'y allais, que c'est complètement détruit. Ouais, Do you, Larry, what do you make of Arab states? Larry, que penses-tu du fait que les États arabes essayent de... Eh bien, nous avons appris de l'Associated Press. Ils ont rapporté que l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, essaye de pousser, de forcer Donald Trump à rester dans le combat, à poursuivre cette guerre. Tu sais, d'un côté, si tu veux maintenir ce conflit, cette guerre, il faut avoir les armes, les bombes, les missiles, tout. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, il semble qu'il soit prêt à fournir aux États-Unis, à donner de l'argent à Donald Trump et à son administration. Mais l'argent ne fabrique pas les bombes. non. C'est énorme. Tu sais, le processus devient beaucoup trop long. Et Je pense qu'ils sont très effrayés par leur propre peuple, bien sûr. Ils ont toujours peur de cela, et ils gardent toujours un œil attentif sur les rues. Mais ils ont aussi peur que si les États-Unis se retirent et qu'il n'y a plus de sauveur pour eux, et il y a une raison, si l'on y réfléchit, pour laquelle ni la Chine ni la Russie ne veulent assumer ce rôle. Alors qui reste-t-il? Il n'y a pas de sauveur pour eux. Et lorsque leur peuple s'en rendra compte, leur temps sera révolu. Maintenant, le chaos qui pourrait suivre pourrait être pire que ce qui a précédé. Mais je pense que je préférerais courir ce risque plutôt que de laisser ces horribles monarchies perdurer dans l'avenir. Et la raison pour laquelle ces monarchies ont pu survivre, c'est nous. Nous les avons soutenus, nous leur avons donné les armes pour détruire leur propre peuple s'ils en ont besoin, ainsi que les gardes prétoriens pour le faire. C'est à cela que sert vraiment la garde nationale saoudienne. C'est une garde prétorienne pour les membres de la famille royale. Donc vous savez, quoi qu'on fasse, on est perdant. Mais dans ce cas, en tant que quelqu'un qui aime se considérer comme ayant au moins un peu d'instinct humanitaire, j'aimerais voir ces gens obtenir un peu de liberté. Alors renversez ces gens, renversez-les. C'est une idée anathème pour mon gouvernement, ou du moins ça l'était. Je ne sais pas. Comparez cela au discours que Donald Trump a prononcé. Vous vous souvenez, celui qu'il a donné là-bas à Riyad? Je crois que c'était à Riyad. Et il avait réuni tous les potentats, leur expliquant qu'il comprenait leurs circonstances, qu'il appréciait leur situation et qu'il allait les protéger, et tout ce genre de choses. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Vers qui peuvent-ils se tourner, sinon vers lui, en lui demandant d'être encore plus agressif pour ne pas se retrouver face à un Iran renforcé, capable de venir leur donner une claque. Je ne pense pas qu'Iran ferait cela de toute façon. Je pense qu'il faudra des années à l'Iran pour se remettre de toutes les frappes que nous lui avons infligées, pour reconstruire ses écoles, ses hôpitaux, pratiquement tout. Mais je crois que leur crainte, c'est qu'une fois la présence américaine disparue et sans qu'aucune autre grande puissance ne prenne le relais, l'Iran finisse par les dominer. Je ne pense pas que cette peur soit justifiée. Vraiment pas. Ils essayent simplement de se sauver, c'est tout. Je repense à Powell qui me parlait du prince Bandar et des membres de la famille royale en général, en me disant « Larry, ne t'inquiète pas, les Saoudiens iront toujours vers la puissance la plus forte en emportant leur argent avec eux. Et quand viendra le moment pour la famille royale saoudienne, quand il leur deviendra impossible de rester, il en ira de même pour la Jordanie et pour l'Égypte. Moubarak l'a prouvé en Égypte, ils n'ont simplement pas su consolider les choses correctement. Ils sont partis. Ils sont partis. Et ce que Powell sous-entendait, c'était « bon débarras ». Lui non plus n'était pas à l'aise avec cette relation.
relationship either. Ouais, Here is what Voici ce que Pete Hackett a déclaré aujourd'hui à propos du changement de régime en Iran. puisqu'un changement de régime a eu lieu, il devrait être plus avisé que le précédent. Le président Trump conclura un accord s'il le souhaite, et les conditions de cet accord leur sont déjà connues. Si l'Iran n'est pas disposé à coopérer, alors le département de la guerre des États-Unis poursuivra avec encore plus d'intensité. yeah, Ouais, the regime le changement de régime a eu lieu, tu sais. happened, All you got to do is put a helmet on him, and he's Tout ce que tu as à faire, c'est de lui mettre un casque, et c'est Dark Vador. Mets-lui simplement un casque noir et fais-le respirer comme ça. C'est comme ça que Dark Vador respirait à travers ce casque, et c'est Dark Vador. Franchement, tu ne peux pas inventer un truc pareil, Nima. Oui. Nous sommes l'Empire, et tous les autres là-dehors sont la princesse Leia, Han Solo, le Faucon Millennium, la justice, la vérité et la voie galactique, l'impératif premier, comme dirait Star Trek. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les gens que le monde déteste. That's who we are. We're the people the world hates. It's not just Ce n'est pas seulement Pete Hackett. Donald On dirait que Trump Donald Trump négocie en coulisses avec lui-même. with himself. It seems that Oh, yeah, it's Iranian. Talks to himself. Oh oui. at night. Il se parle à lui-même la nuit entre deux cauchemars. Oui. Et puis ils avaient... Qu'est-ce qu'ils ont fait au Pakistan? Ils avaient le ministre égyptien des Affaires étrangères. Ils avaient le ministre pakistanais des Affaires étrangères. Qui d'autre avait-il? Ils avaient encore quelques autres personnes là-bas. Et ils étaient censés parler de la guerre en Iran. Maintenant, à ton avis, de quoi parlait-il vraiment de la guerre en Iran? Il parlait des États-Unis et de combien nous sommes devenus dangereux. And just adding, Et j'ajouterais simplement que, vous savez, quand on a le secrétaire au Trésor, on pourrait s'attendre à un peu de bon sens de sa part, puisqu'il a les chiffres. Et voici ce qu'il a dit à propos de ce taux d'hormones, Larry. This rate of hormones, Larry. Il est bien approvisionné et nous voyons de plus en plus de navires passer chaque jour, à mesure que certains pays concluent temporairement des accords avec le régime iranien. Mais avec le temps, les États-Unis vont reprendre le contrôle des détroits et la liberté de navigation sera rétablie, que ce soit grâce à des escortes américaines ou à une escorte multinationale. Il a donc décrit la situation exactement telle qu'elle est. Si l'Iran veut que vous passiez, vous passez. Si l'Iran ne veut pas que vous passiez, vous ne passez pas. Maintenant, peuvent-ils maintenir cette posture indéfiniment? Probablement pas. Mais peuvent-ils entretenir un sentiment de danger suffisamment fort pour dissuader les assureurs et les transporteurs de reprendre leurs activités à plein régime? Oui, probablement pour un avenir indéfini, ils peuvent le faire. À moins que ces opérations terrestres ne réussissent d'une manière spectaculaire, ce que je n'attends pas du tout, le spectacle sera celui de jeunes Américains mourants. Sinon, je pense qu'ils peuvent probablement maintenir ce passage sélectif pendant un certain temps. Et il parle sans savoir de quoi il parle. Nous n'avons ni les navires, ni les munitions navales, ni la capacité maritime nécessaire pour maintenir ce détroit ouvert de façon continue face à un Iran encore assez bien armé. Nous ne les avons tout simplement pas. Donc il rêve éveillé. Il rêve éveillé d'au moins 6 mois à venir. Et à la fin de ces 6 mois, qui diable sait ce qui va se passer? Parce que Trump dégringole dans les sondages, le mouvement MAGA mène cette chute, et il n'y a aucun moyen pour les républicains de gagner les élections de mi-mandat, à moins de tricher de façon colossale. Et je ne peux pas croire que les démocrates les laisseront s'en tirer comme ça. Je ne peux tout simplement pas. Pas encore une fois. Nous savons que l'Égypte gagne entre 800 millions et 1 milliard de dollars par mois grâce au canal de Suez.
$100 million or $1 billion a month through the Suez Canal. I think Iran Je pense que l'Iran se prépare à quelque chose de ce genre, Larry. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, cette préparation dont il parle. Yeah, they're already doing it. As I Oui, understand it, they're already ils le font déjà. they're putting D'après ce que je comprends, ils le font déjà. Ils imposent même un coût de permis à leurs amis et partenaires. Ahmadinejad l'a d'ailleurs suggéré à New York quand nous en parlions. Il n'y avait jamais pensé auparavant, mais il devrait le faire et peut-être le partager avec d'autres dans le Golfe. Bahreïn, les Émirats arabes unis, peu importe. Oman va en pâtir. not Bahrain. Oman. C'est aussi le premier que je choisirais si j'étais l'Iran. Un pays respectable, toujours tourné vers la paix plutôt que vers la guerre. Oui, il devrait le faire. La Convention sur le droit de la mer corrigerait le dossier à ce sujet et permettrait de facturer, tout comme l'Égypte facture le passage par le canal de Suez. Et le Panama facture le passage par le canal de Panama. Chaque fois que nous parlons de la guerre avec l'Iran, je pense qu'en arrière-plan, nous voyons toujours la menace d'utiliser des bombes nucléaires, Larry. Je pense que la possibilité d'utiliser des armes nucléaires existe toujours. Et tant qu'Israël se trouve dans une situation désespérée, nous savons ce qui se passe en Israël, la population n'est pas heureuse, comme nous l'avons vu dans ce reportage sur Fox News. Les gens souffrent beaucoup parce qu'ils sont dans les abris. On peut voir les pertes à la frontière avec le Liban, comment le Liban domine en quelque sorte les FDI et la pression exercée par les missiles iraniens. Donc, si dans toutes ces circonstances, Israël décidait d'utiliser des armes nucléaires, quelle serait votre compréhension de ce scénario? What is your understanding of that scenario? I understand it simply from a military perspective. Je le comprends simplement d'un point de vue militaire. Comme je l'ai déjà dit, un ou deux ne suffiraient pas à influencer décisivement la situation. Je verrais donc Israël cibler les installations qu'il estime produire des lancements de missiles, sur rails, souterraines, peu importe, le plus souvent en terrain montagneux. Et cela impliquerait un assez grand nombre d'armes nucléaires, probablement au moins une cinquantaine. Ce n'est donc pas seulement libérer le génie de sa bouteille, c'est s'exposer à des représailles, et même de la part de plusieurs puissances de la région. Hier, nous avons reçu des rapports indiquant que des S-500 étaient livrés, accompagnés de Russes chargés de les faire fonctionner. Cela mettrait les F-35, tout, en danger. Une portée radar de 600 000, je crois. Ils pourraient les repérer à 600 miles de distance. Avec ça, on pourrait abattre un F-35, n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, nous n'avons pas pu le vérifier. Le rapport indiquait que des S-500 étaient présents en nombre avec des techniciens russes pour les faire fonctionner. Donc, chaque fois qu'on introduit quelque chose comme ça dans ce conflit, à part des armes nucléaires, ce n'est peut-être pas décisif à long terme, mais ce serait certainement décisif sur le plan tactique à ce moment-là, et probablement pendant un certain temps après. Cela nous obligerait à réajuster beaucoup de choses. Par exemple, on ne ferait pas voler de B-52 là-bas, ce que Trump menace de faire maintenant. Apparemment, il a mis des B-52 en alerte pour aller là-bas et larguer des bombes à saturation, vous voyez. Et puis il y a autre chose. Les B-52 peuvent transporter le missile de croisière lancé depuis les airs, l'ALCM, ainsi que d'autres armes de ce type. Ils n'ont donc pas nécessairement besoin de survoler le territoire iranien. Et puis il y a, c'est bien le Lincoln, je crois. Le Lincoln est toujours à environ 1000 km au large, dans la mer d'Arabie. Ils n'ont encore rien tenté, car à cette distance, faites le calcul, même un missile très rapide avec une ogive de type bombardement en tapis a du mal.
La vitesse maximale d'un porte-avions entièrement chargé dépasse les 33 nœuds, ce qui est vraiment rapide pour une plateforme de cette taille. On peut donc, pour ainsi dire, se mettre hors de portée du missile. Il ne peut pas te cibler aussi rapidement dans sa phase terminale si tu vas aussi vite et que tu manœuvres en même temps. C'est comme ça qu'ils ont perdu l'avion au-dessus de la mer Rouge, par exemple. Leur courbe de virage était trop serrée et l'avion est parti en vrille. Eh bien, ils auraient fermé les écoutilles, ou alors ils auraient rien fait, juste essayé d'esquiver le missile. Donc tu voudrais pas, tu vois, gaspiller quelques-uns de ces missiles en sachant qu'ils allaient rater à une telle distance. Si tu t'approches davantage, ça devient beaucoup plus facile. Le missile a plus de chances de te toucher et toi de passer à pleine vitesse pour t'en éloigner. Donc tout cela comporte de nombreuses dimensions qui n'ont pas encore été explorées. L'une de ces possibilités serait un coup de chance touchant un porte-avions, 5000 Américains tués d'un seul coup. Il y a tant de choses qui pourraient survenir et compliquer cette guerre. Quelle serait la réaction du peuple américain si un croiseur de bataille principal comme celui-là, un navire de guerre majeur, comme on les appelait autrefois, en l'occurrence un porte-avions, coulait avec 5000 hommes et femmes à bord? L'opinion du peuple américain changerait-elle? Car ils ne soutiennent pas cette guerre aujourd'hui, pas une majorité d'entre eux. Changerait-il soudainement d'avis et la soutiendrait-il à cause de ces morts? Je ne sais pas. Le peuple américain peut parfois être très imprévisible. Je ne pense pas qu'il le ferait. Je crois que leur manque de soutien deviendrait encore plus fort si cela arrivait. Ils se mettraient à agiter le doigt et à dire « Vous voyez, on vous l'avait dit, vous ne devriez pas faire ça. Vous venez de tuer 5000 hommes et femmes. » Je ne sais pas. Il y a tellement de choses différentes dans la guerre que, comme Clausewitz le souligne à plusieurs reprises, on ne sait jamais quand quelque chose va changer la dynamique. Powell appelait cela l'effet CNN. Vous savez ce qu'il voulait dire par là? Un seul soldat ou un seul marine sur le champ de bataille, filmé par CNN en train de faire quelque chose, pouvait changer toute la perspective de la guerre. Pensez à Mogadiscio en 93, c'est bien ça? Quand cet adjudant a été traîné dans la rue, brûlé, grièvement blessé, puis tué, finalement extrait de l'hélicoptère, Black Hawk Down. Et à quel point ça a changé la perception qu'avaient les Américains de ce conflit. Et Clinton s'est retiré plus vite qu'un éclair. Il a donné au commandant l'ordre de se replier sous la pression et de le faire dès le lendemain. Et c'est ça l'effet CNN, tu connais pas ça. La caméra saisit un petit épisode tactique et tout à coup le soutien du peuple à la guerre disparaît. On ne sait jamais quand quelque chose comme ça va se produire. Par exemple, l'île Clark, des Ospreys en flammes, des Marines qui meurent, des parachutistes dans les airs avec leurs parachutes en feu. Ce genre de scène mettrait le peuple américain sur le dos du président Trump comme une tache indélébile. On ne sait donc jamais quand un tel événement va survenir et changer complètement la physionomie de la guerre, du moins pour un camp. Je pense que le cas de Donald Trump, il faudrait parler de l'effet Fox, pas de l'effet CNN. Ouais, t'as raison, l'effet Fox. Ouais, peut-être que Fox est le seul à avoir assez de cran pour aller là-bas. Ouais. As-tu vu mon article à la une du Washington Post? Non, je ne l'ai pas vu. Ce n'était pas mon article. C'était celui de Michelle Borstein, la journaliste chargée des questions religieuses au Washington Post, qui me citait dans le texte. Elle m'a appelé Amiral Wilkerson. Merci pour la promotion. Mais cet article était le premier à parler de Hegseth et de ses réunions de prière au Pentagone, et de la manière dont Trump tolère cela. À quel point c'est anticonstitutionnel, tu vois. C'était le premier article.
au-dessus de la pliure, côté gauche, en première page du Washington Post. C'est la première fois que nous avons réussi à faire passer quelque chose dans les médias grand public. C'est tout simplement incroyable d'en arriver là, parce qu'ils n'aiment pas les personnes qui sont critiquées. Nous sommes des traîtres. Nous sommes des traîtres. Nous sommes des traîtres. Tout comme Bobby Lee était un traître. Sauf que Bobby Lee, lui, était vraiment un traître. Ouais. Le seul pote dans ce système, le seul qui ne soit pas un traître dans ce système, c'est Lindsey Graham, qui est juste, ouais, il est franc. Ce type est... Des gens de mon état natal me disent en ce moment que non seulement je crois qu'elle est pédiatre, la femme qui se présente contre lui en tant que démocrate, non seulement elle gagne du terrain, mais aussi que le type qui se présente contre Lindsey Graham à la primaire républicaine est pire que Graham, mais qu'il reste tolérable. Donc ils pensent qu'il y a une chance qu'il puisse évincer Graham dès la primaire, avant même l'élection. C'est un partisan du MAGA jusqu'au bout, mais il est un peu... Tu vois, il n'est pas aussi bizarre que Lindsey, ouais. Lindsey est juste un type hybride, tu sais. Il est à la fois démocrate et républicain. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il me fait penser à John Taylor. C'est juste un homme du système. Il fait partie du système, un pur produit de l'establishment. C'est un personnage étrange, vraiment. Il ne pourrait venir que de Caroline du Sud. C'est l'État qui a tiré sur Fort Sumter. C'est l'État dont le consul général a rapporté aux Britanniques « Vous ne voulez pas vous allier avec ces gens-là. » Vous savez, depuis Charleston. Je veux dire, c'est ce qu'il disait au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Il disait « Vous ne voulez pas d'alliance avec ces gens-là. Ce sont des gens horribles. » Thank you, Larry. Merci. Merci, Larry. Et nous allons reparler vendredi. Voyons ce qui se passera. Il semble que s'ils décident d'envahir, s'ils veulent passer dans la clandestinité, ce sera vendredi, si cela arrive. Je pense que c'est ce que Larry pense. Ouais. Et non, voir. On verra bien. En attendant, prends quelques pupus. Comment appelles-tu les pupus? Comment appelles-tu le pupu? J'espère vraiment qu'ils ne feront pas ça parce que tu sais, c'est juste, nous savons, je sais le résultat. Je suis sûr du résultat. Le résultat n'est pas bon. Vous tuez des gens. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Cela n'a rien à voir avec Donald Trump. C'est la question fondamentale. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi attaquons-nous sans pitié un pays qui ne représente aucune menace réelle pour les États-Unis d'Amérique? Pourquoi faisons-nous cela? Et la réponse, selon laquelle c'est à cause d'Israël, contient une part de vérité, mais je ne pense pas que ce soit toute la réponse. Ce n'est pas toute la réponse. Peut-être que la véritable réponse, comme l'ont suggéré le président du Majlis et le ministre des Affaires étrangères, c'est que nous sommes tout simplement mauvais. Oui, merci Larry, à bientôt. Prends soin de toi, à vendredi. Prends soin de toi. Si je suis encore en vie. Bien sûr, nous allons parler. Prends soin de toi. Au revoir. Prends soin de toi. Au revoir. Take care. Bye-bye.